Nous allons continuer notre cours sur la dynamique moléculaire et on va étudier maintenant les boîtes de simulation, donc les géométries des boîtes de simulation. On va commencer par la boîte cubique. Donc la définition, la géométrie la plus simple et la plus courante est la boîte cubique de côté L. Donc cette boîte, elle est définie par les coordonnées x, y, z qui appartiennent aux intervalles 0, L exclu. Donc 0 inclus, L exclu. Donc si vous voulez, vous faites le schéma, vous avez ici un cube, donc de côté L, et vous avez les particules ici en bleu à l'intérieur. Donc ça, c'est une boîte cubique. Alors, une petite activité donc, sur le volume et le nombre de particules. Donc on vous dit qu'une boîte cubique de côté L égale 50 angstroms contient 1000 particules. Alors on vous demande de calculer la densité volumique de ces particules-là. Et ensuite, si on double le côté de la boîte, au lieu de prendre L, on prend 2L, c'est-à-dire 100 angstroms. Combien de particules faudrait-il pour maintenir la même densité? Et comme troisième question, quelle serait alors la distance moyenne entre particules? Alors, le volume de la boîte, c'est V égale L3. Donc 50 angstroms au cube, ça fait 125 000 angstroms au cube. Et la densité volumique, donc ce sera le nombre de particules divisé par le volume. Et ce sera donc 1000 divisé par 125 000. Donc vous trouvez environ 0,008 particules par angstrom au cube. Maintenant, si on prend une longueur ou bien un côté du cube qui est égal à 2 fois L, donc c'est-à-dire 100 angstroms, donc le nouveau volume calculé sera B' égale 100 au cube, c'est-à-dire 1 million d'angstroms au cube. Et pour maintenir la même densité, donc il faut que N', le nombre de particules dans ce nouveau volume, soit égal à ρ fois V'. Donc vous trouvez 0,008 que multiplie 1 million, donc ça fait 8000 particules. Donc au lieu d'avoir, tout à l'heure on avait 1000 particules, maintenant pour maintenir la même densité, il faut mettre dans cette boîte de côté 2L, il faut en mettre 8000 particules. Alors la distance moyenne entre particules peut être estimée à D égale ρ puissance 1 tiers. Donc D, il faut prendre L et la diviser par 10 si vous voulez pour trouver la distance moyenne entre deux particules. Donc vous trouvez D égale à la racine cubique, enfin à l'inverse de la racine cubique de ρ, et ceci en considérant donc une répartition approximativement uniforme. On suppose que les distances entre particules sont les mêmes. Alors ρ c'est 1125 000, donc c'est 1 sur 125, et ρ puissance moins 1 tiers c'est 125 puissance 1 tiers, donc c'est 5 angstroms. Donc la distance moyenne entre particules est environ de 5 angstroms. Voilà. Donc nous avons vu maintenant donc la boîte cubique. Si on passe à une boîte octaédrique, vous savez que l'octaèdre c'est une figure à 8 faces. Donc, la boîte octaédrique est tronquée, c'est-à-dire qu'elle est coupée par les sommets, et une géométrie qui se rapproche plus d'une sphère qu'un cube. Donc la boîte octaédrique a une géométrie cubique, enfin la boîte octaédrique a une géométrie qui se rapproche plus d'une sphère qu'un cube. Alors elle permet donc de réduire le nombre de particules pour une même distance de coupure de potentiel. On va voir ça, la coupure de potentiel, on va la voir tout à l'heure. Ce qui est plus efficace pour simuler des systèmes sphériques comme les protéines en solution. Alors, on va éclaircir tout ça par la suite. Donc, voici la boîte octaédrique avec 4 particules rouges dedans. Donc là, elle n'est pas coupée par les sommets si vous voulez. Alors, on vous demande pourquoi utilise-t-on
une boîte octaédrique plutôt qu'une boîte cubique pour simuler une protéine en solution. Quel est l'avantage en termes de nombre de particules? Alors, une protéine a généralement une forme globulaire, c'est-à-dire sous forme d'une sphère. Alors, l'avantage de la boîte octaédrique, c'est qu'elle épouse mieux la forme sphérique qu'un cube. Donc, on peut mieux inclure, si vous voulez, ou bien mettre une sphère dans une boîte octaédrique que dans une boîte cubique. Alors, pourquoi? Alors, pour une même distance minimale entre les protéines et les bords, alors parce qu'il faut choisir tout le temps, il faut prendre une certaine distance entre la face du cube ou bien de la boîte, la face de la boîte de simulation et la protéine, il faut laisser toujours un petit espace pour éviter les interactions de la particule avec son image, son propre image. Donc il faut éviter ça. Donc pour cela, il faut laisser une petite distance libre entre la sphère qui est la protéine et la boîte qui est le cube ou l'octaèdre. Alors, le volume de l'octaèdre est plus petit que celui du cube. Donc, le volume de l'octaèdre est plus petit que celui du cube. Donc, la sphère va occuper le même volume que soit dans le cube ou dans l'octaèdre. Donc, la sphère va occuper le même volume, mais le volume de l'octaèdre est plus petit que le volume de la sphère. Donc, ce qui fait que vous allez avoir un volume vide moins important dans l'octaèdre que dans le cube. C'est-à-dire la partie vide sera plus petite dans l'octaèdre que dans le cube. Alors cela signifie qu'on peut utiliser moins de molécules d'eau, le solvant, pour remplir la boîte, et en réduisant donc ainsi le nombre de particules à simuler. Donc si vous prenez une boîte cubique, donc vous avez beaucoup plus de vide pour solvater la protéine, vous utilisez beaucoup plus de molécules d'eau dans une boîte cubique que dans une boîte octaédrique. Et comme ça, dans la boîte cubique, vous avez plus de particules, parce que vous allez simuler aussi les particules d'eau. Donc vous avez plus de particules dans la maille, dans la boîte cubique, et comme ça, vous allez mettre beaucoup plus de temps à simuler. Donc vous faites plus de temps de calcul, et donc ça va, c'est une perte de temps, une perte de pécule, si vous voulez. Alors, troisième point, c'est l'économie de temps de calcul. C'est ce que je viens de vous dire, parce qu'en temps de calcul, vous allez faire moins de temps pour une boîte octaédrique que pour une boîte cubique. Vous allez plutôt gagner de 30 à 50%. Quand vous utilisez la boîte octaédrique, vous gagnez de 30 à 50% par rapport à une boîte cubique. Donc c'est ça c'est ce qui est particulièrement important, si vous voulez, pour les simulations des biomolécules, où le solvant représente souvent plus de 90% des particules. Donc imaginez, vous avez 90% des particules qui sont dues au solvant, ou bien qui sont des particules du solvant. Donc vous allez simuler beaucoup plus le solvant que votre protéine. Donc si vous arrivez à réduire le nombre de particules de solvant, donc vous allez gagner en temps de calcul. Voilà donc deux schémas, si vous voulez, pour une sphère inscrite dans un cube et une sphère inscrite dans un octaèdre. Regardez les coins. Alors dans un cube, vous avez plus de vide dans les coins que dans l'octaèdre. Alors, activité 5, optimisation du volume. Donc, pour une sphère de rayon R égale 10 angstroms, et qu'on veut faire une simulation, donc quel doit être le côté minimal grand L d'une boîte cubique pour contenir cette sphère? Quel volume de boîte cela représente-t-il?
Si on utilise un octaèdre, quel volume approximatif faut-il et quel pourcentage d'économie de volume réalise-t-on? Alors, pour une sphère de rayon R égale 10 angstroms, donc pour que cette sphère tienne dans un cube, il faut que le côté du cube soit au moins égal au diamètre de la sphère. Donc c'est-à-dire L minimum, c'est 2 fois le rayon de la sphère, donc égal 20 angstroms. Alors le volume du cube, donc ce sera L3, donc de 20 puissance 3, donc ça fait 8000 angstroms au cube. Alors pour un octaèdre régulier contenant une sphère de rayon R égale 10 angstroms, la distance du centre à une face, du centre de la sphère à une face est égale à R. La relation entre le côté A de l'octaèdre et le rayon de la sphère inscrite dedans sera R égale A sur racine de 6. Donc là, je vous renvoie au calcul sur l'octaèdre. Donc vous allez sur le net pour voir comment on retrouve ceci, si vous voulez. R égale A sur racine de 6. Donc le A sera égal donc à R racine de 6. Donc si je calcule, donc ce sera 10 rayons. Racine de 6 c'est 2,45. Donc et vous trouvez 24,5 angstroms. Donc c'est le côté de l'octaèdre. Or le volume donc de l'octaèdre régulier, ce sera racine de 2 sur 3 A au cube. Alors si vous faites le calcul, donc racine de 2 sur 3 c'est 0,471 et A3 donc c'est 24,5 au cube, donc vous trouvez 6925 angstroms au cube. Alors que pour le cube, on a trouvé le volume qui est égal à 8000 angstroms au cube. Donc l'économie de volume, lorsqu'on passe à l'octaèdre, ce sera 8000 moins 6925, donc ce sera 1075 angstroms au cube qu'on a gagné lorsqu'on a utilisé l'octaèdre. Par rapport au cube, bien sûr. Alors le pourcentage d'économie, c'est 13,4%. Donc là, on gagne, en volume, on gagne 13,4%. Donc, c'est les molécules d'eau qu'on va mettre dans ce volume qu'on a gagné. Donc, on va mettre moins de molécules d'eau comme solvant. Alors, là, une petite remarque. On vous dit qu'en réalité, l'économie peut être plus importante car on ajoute généralement une couche de solvant autour de la sphère. Autour de la sphère, on ajoute une couche de solvant pour limiter les interactions d'une particule avec son image propre. Donc on ajoute une certaine distance, petit d. Donc là, pour qu'il y ait pas cette interaction entre une particule et son image propre, on impose à L, il faut qu'il soit supérieur à 2 fois le rayon plus 2 fois D, si vous voulez. Donc 2 fois R plus D. Donc le rayon plus une couche de sécurité, une couche de solvant de sécurité, donc c'est-à-dire R plus D. Donc D, c'est l'épaisseur du solvant. Alors l'octaèdre devient alors beaucoup plus avantageux, parce que on va gagner en temps de calcul, en volume, donc en temps de calcul. Bon, voilà, on va passer à autre chose. De toute façon, toute cette partie sera élucidée par un exemple concret tout à l'heure. Maintenant, on va passer aux coupures de potentiel et méthode d'image aussi. Donc, principe de la coupure. Donc, regardez ici, nous avons donc pour les interactions à courte portée, comme le potentiel d'émergence, on introduit un rayon de coupure RC. Les interactions entre paires de particules distantes de plus de RC sont négligées. C'est-à-dire,
lorsque vous avez la distance entre les particules qui est supérieure à RC, donc là, les interactions sont pratiquement nulles et on les néglige pour gagner en temps de calcul. Ce n'est pas la peine de faire des calculs pour des paires de particules dont l'énergie potentielle est pratiquement nulle. Voilà, donc vous avez ici le schéma. Donc en bleu, vous avez le potentiel d'émergence normal, sans coupure si vous voulez. Par contre, ici en vert, nous avons un potentiel décalé. Vous allez voir maintenant pourquoi décalé. Et toute cette région-là, on la néglige parce que ici, à partir de là, à partir de ce point-là, jusqu'à la fin ici, le potentiel de la courbe bleue est pratiquement nul. Alors, on va passer, donc on fait une correction, si vous voulez, entre les deux potentiels ici. Coupure simple, c'est-à-dire lorsque UR égale 0, donc c'est pour R supérieur à RC. Donc pour R supérieur à RC, cette distance-là, donc si R est supérieur à RC, donc là vous avez RC. Si R est supérieur à RC dans tout ce côté-là, donc on considère que le potentiel est nul. Parce qu'il se rapproche de 0 ici. Le 0, c'est cette droite, bien cette horizontale. Le coupure avec décalage, on utilise U de R moins U de RC. Donc on calcule U de RC ici. Et on fait calcul aussi de U de R moins U de RC pour les valeurs R inférieures à RC, pour toutes ces valeurs-là. Donc, et on trace la courbe. Et bien, c'est la courbe verte, tout simplement. Alors, on vous dit à vous de réfléchir pourquoi la coupure simple, mettre brutalement U égale 0 au-delà de RC, peut-elle poser des problèmes numériques que permet d'éviter la coupure avec décalage. Alors, je reviens là au schéma pour vous expliquer un petit peu davantage. Alors, on peut soit faire, pour faire le rayon de coupure, pour utiliser le rayon de coupure, on peut prendre le potentiel en bleu, et quand on arrive à RC, ici, on met tout égal à 0. Donc vous allez avoir ici une petite ligne verticale entre la distance, entre le potentiel bleu et le point en vert ici. Donc vous allez revenir à ce point-là verticalement et ensuite vous continuez sur 0. Ce fait-là, quand vous passez de la courbe bleue à la courbe au point vert, vous allez faire une coupure. Et cette coupure va déstabiliser un petit peu les calculs dans la simulation. Vous allez avoir des problèmes de stabilité numérique. Donc pour éviter tout cela, c'est la raison pour laquelle on a utilisé le potentiel décalé. Donc je prends l'exemple suivant pour mieux comprendre. Donc voilà. D'abord, on vous dit que la coupure simple, c'est-à-dire que si vous augmentez de U de R directement à U de RC, plutôt de U de RC, pardon, si vous partez de U de RC directement à 0, vous allez avoir des problèmes numériques. Premièrement, la discontinuité du potentiel. Donc au passage de RC, lorsque vous avez R égale RC, le potentiel passe brutalement de U de RC qui était négatif, moins de 0, un peu moins de 0, vous passez directement à 0. Donc c'est la ligne verticale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, vous créez une discontinuité. Et cela peut causer des variations brusques d'énergie quand une particule franchit cette distance. Quand une particule franchit la distance RC, c'est-à-dire la distance entre deux particules RC, deux particules est supérieure à ou égale à RC, donc là, vous allez avoir des changements brusques d'énergie et ça va vous créer des problèmes
numérique. Donc dans le calcul, si vous voulez, donc il va y avoir soit des divergences, soit des problèmes de genre numérique. La discontinuité des forces aussi, comme deuxième point. Donc là, vous avez la discontinuité des forces. Même si vous rendrez le potentiel continu, sa dérivée qui est la force peut être discontinue. Alors ceci va perturber l'intégration des équations du mouvement, parce que dans la simulation, vous faites une intégration des équations du mouvement. Alors si il y a une discontinuité des forces, donc il y aura des perturbations ou bien des problèmes d'ordre numérique. Et vous aurez aussi un problème de non-conservation d'énergie, parce que ces discontinuités peuvent entraîner des variations non physiques de l'énergie totale du système. Donc les variations de l'énergie seront un peu bizarres et non physiques. Donc vous n'allez pas avoir une conservation de l'énergie. Alors la coupure avec décalage, c'est U décalé, on utilise U de R moins U de RC pour R inférieur à RC. Ceci permet de rendre le potentiel continu en RC. Il vaut 0 à RC. Cependant, la dérivée à la force reste discontinue, même avec ça, si vous voulez, la dérivée de la force reste discontinue. Pour une continuité parfaite, on utilise parfois ce qu'on appelle un switching de fonction qui lisse le potentiel sur l'intervalle RC moins delta à RC. Il va y avoir un lissage du potentiel pour éviter la discontinuité des fonctions, des forces, pardon. Donc pour avoir une discontinuité. Voilà, maintenant passons au calcul donc, de la coupure, si vous voulez, dans les calculs dans le cas de l'émergence, du potentiel d'émergence. Alors, vous avez le potentiel d'émergence qui s'exprime par cette formule-là, vous avez l'habitude d'utiliser. Alors, si on prend epsilon égale 1 et sigma égale 1, alors calculez U de R pour le rayon 2, 2,5, 3 et 3,5. Donc, valeur approximative, bien sûr, trouver la valeur approximative de U de R. Si on prend RC égale 3, quelle est la valeur de U de RC? Et quelle serait alors l'expression du potentiel décalé? Voilà. Alors ici, vous faites le calcul pour R égale 2, donc U égale à cette expression, donc 1 sur, c'est sigma sur R, donc sigma c'est 1, R c'est 2, et vous faites le calcul, vous trouvez environ moins 0,0615 pour l'énergie en unité de epsilon ici. Vous prenez comme unité epsilon, parce que vous avez pris epsilon égale à 1. Alors, R égale 2,5, vous trouvez cette valeur. 0,06, c'est 0,01, ouais, c'est quand même vaste comme variation, c'est grand. Donc vous passez de moins 0,0615 à moins 0,0163. Pour R égale 3, on passe à moins 0,00547. Et pour R égale 3,5, on obtient 0,00547 avec un signe négatif toujours. Donc c'est des potentiels d'attraction. Et tout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est exprimé en unité de E. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par la valeur de epsilon pour transformer en joule. Or, ici, on prend la valeur de epsilon égale à 1. Alors, le potentiel décalé, donc, nous l'avons vu tout à l'heure, U décalé de R, c'est U de R moins U de RC. Donc, c'est 4 fois epsilon égale 1, donc c'est 4 fois, tout simplement. 1 sur R puissance 12, 1 sur R moins 1 sur R puissance 6, plus 0,0
547. Donc là, le potentiel U de R, vous utilisez la forme de potentiel de Lennard-Jones, et moins URC. URC, c'est pour 3, hein, pour R3, R égale 3 angstroms. Donc c'est moins 0,00547. Alors qu'un moins, ça fait plus, donc ça fait plus 0,00547. Donc pour R inférieur à RC et U décalé de R égale 0 pour R égale supérieur à RC. C'est-à-dire vous avez cette valeur-là, hein, pour R inférieur à RC, inférieur ou égal à RC. Donc le potentiel décalé est calculé à partir de cette forme-là. Et pour R supérieur à RC, le potentiel décalé, c'est 0. Donc c'était la courbe verte que je vous ai montrée tout à l'heure. On va essayer de la revoir. Voilà. Voilà. Donc c'est cette courbe verte-là. Vous voyez que pour R égale RC, vous avez U de RC qui est calculé par la formule. Donc à partir de là, ça devient nul. Alors, je redescends un peu.